attends, elle écoute pas, Marie-Laure. T'as pas fait toutes ces répètes pour rien. T'es pas là pour que tout le monde soit d'accord avec toi. Tu racontes ton vécu. Ça peut parler à des gens, puis c'est une conférence gesticulée, ça peut pas être parfait. Mais au pire, toute critique est bonne à prendre. Oh, mais taisez-vous là. Vous me stressez. Je vous ai entendu. Maintenant, les gens sont là. Bon, faut y aller, hein. J'y vais. À tout à l'heure. Bonsoir. Oui, hein. J'ai toujours voulu être avocate. Je trouvais ça tellement injuste qu'un patriarche terrorise 5 femmes à la maison, mes 3 sœurs, ma mère et moi. Wow, les mioches! La lumière du couloir! Qu'est-ce qui va l'éteindre? Qu'est-ce que vous avez dans le crâne? Quand on entendait la clé dans la serrure le soir, il y a papa qui rentre. À mes 13 ans, quand ma grande sœur est allée à l'hôpital, c'est à moi que ma mère confiait combien elle était malheureuse avec lui. Alors, pour ne pas sentir le désespoir et l'impuissance, j'ai agi. Mais tu ne parles pas comme à des chiens, ok? C'est alors produit un truc inouï. Tu dois changer le monde. Tu seras désormais la justicière de la mort qui tue. La justicière de la mort qui pue, qui tue? Ah ouais, ok. Hein? Ah ouais? Tellement de force que ma télécommande s'est défoncée. Waouh! Ah mais trop bien! Je suis quand même... Ouais, bon si quelqu'un veut bien remettre les piles, c'est trop bien. Mais... Ok. Ouais. Ouais. Trop bien. Ok, je vais essayer. Tu ne parles pas comme à des chiens. Waouh! Mais alors, mais fini le désespoir? Fini l'impuissance? Mais alors, je dois tous nous sauver? Toi? 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 Oh non. Mais seulement les plus opprimés. Bah alors, seulement les personnes des pays colonisés. Oh là là. Avec cette dernière phrase, est-ce que j'étais pas en train de reproduire, en plus du déterminisme familial, le déterminisme social, et de me prendre pour une sauveuse blanche qui croit qu'elle doit ou qu'elle peut sauver les pays du Sud global? Est-ce que je participe bien à la décolonisation ou je reproduis malgré moi les oppressions? Je me pose la question à chaque action. J'entends par oppression tout ce qui est en isme, racisme, classisme, validisme, agisme, sexisme, et aussi en i, grossophobie, homophobie, transphobie. Et c'est important de vous dire que ce soir, je vous parle depuis mon point de vue situé de blanche, cisgenre, donc avec le même genre qu'à la naissance, pansexuelle, qui aime tous les genres, valide, aisée, avec tous les biais que ça comporte, dont je serais ravie de discuter. Et je vais vous parler principalement de ce qu'on a fait parce que c'est ce que je connais. Mais bien sûr, ces actions s'inscrivent dans des luttes plus globales, existantes, et principalement menées par les personnes les plus concernées. En même temps, je renie pas complètement la justicière de la mort qui tue, même si elle est encore un peu encombrante parfois, parce qu'elle m'a donné de la force pendant ces luttes. Et notamment, au début, pendant mes études de droit, quand je devais apprendre pendant des heures, des pages et des pages par cœur. C'est vrai que c'est qu'en 4e année qu'un prof en Erasmus m'a demandé « What do you think about this law, Marie-Laure? Qu'est-ce que tu penses de cette loi, Marie-Laure? »« What? You ask me what I think? » C'était la première fois qu'on me demandait
d'analyser le droit. C'est là que j'ai compris que ça allait être beaucoup plus intéressant que ce que j'imaginais. Beaucoup plus... ouais, magique. Beaucoup plus... ouais, fantastique, cosmique, beaucoup plus galactique, beaucoup plus terrific, beaucoup plus cosmique, beaucoup plus systémique, beaucoup plus politique que ce que j'imaginais. Ouais, c'est mon acte 1. Et le système néolibéral, néocolonial, patriarcal. Tu es où? Action. Dans les actes qui suivent, on l'appellera le système, pour simplifier. Et je vais vous demander de dire à ma place action. Alors dans le système, on dit action quand on clappe, mais là on va essayer de pratiquer un changement collectif, ok? Donc on va dire action quand je fais. On essaye? Et le système néolibéral, néocolonial, patriarcal, tu es où? Action! Wow! Du premier coup! Non mais c'est la première fois que ça m'arrive. Je vous emmène en tournée. Ok. Alors, ok, comprendre le système pour mieux le changer. Ouais, je comprends l'idée en même temps. Bon, je suis juriste, donc j'apprends, j'ai appris et j'applique le droit bêtement par cœur. 2, je suis une femme, donc je ne peux pas être reconnue experte de ce système par ce système. Alors comment on va faire? Ah, un livre d'histoire du futur? Un livre d'histoire de 2083? En 2083, on est sorti du système néolibéral, néocolonial, patriarcal. Apparemment juste après l'ère de Macron. Ça vous donne envie de sauter de joie aussi? Moi, ça me donne de l'espoir pour commencer cette conf. Bon, ouais, vous avez raison, restons concentrés quand même. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, les néolibéraux étaient des capitalistes qui ne juraient que par le libre-échange, ou ce qu'ils appelaient la loi du marché, c'est-à-dire un principe économique qui voudrait que le marché se régule seul par le jeu de l'offre et de la demande. Ils étaient aussi dénommés les néopathes, pour néolibéraux patriarcaux, car pour maintenir la loi du marché, ils se servaient de la loi patriarcale, ou la loi du plus fort, qui maintenait les hommes dans une injonction à l'insensibilité et qui permettait de dominer les personnes minorisées en termes de genre. La loi du marché aidait aussi la loi du plus fort à se perpétuer. Le néolibéralisme servait le patriarcat et vice-versa. Le néolibéralisme patriarcal fonctionnait également sur la base de plusieurs dérivés qui s'alimentaient entre eux. La suprématie des Blancs, le néocolonialisme, l'esclavage moderne et le spécisme. Certains les ont même rebaptisés les néo-néo-pat-pat-pat pour néolibéraux, néocoloniaux, patriarcaux, pathologiques et pathétiques. Ok, c'est intéressant et en même temps, ça me dit pas comment ils ont fait pour instaurer ce système partout. Hein. Félix, tu me dis dans l'oreillette qu'un néopathe dans la salle de 2024 voudrait venir nous l'expliquer? On le fait venir? Ouais. Ok, ouais, fais-le venir. Ok, je vous demande d'applaudir Néopathe. Hein. Bonsoir Marie-Laure, merci pour l'invitation. Bonsoir messieurs, mesdames, mesdemoiselles. Alors, pour commencer, un peu de contexte, un peu d'histoire, oui. Alors, le néolibéralisme est une idéologie, une façon de gérer le capitalisme, qui, lui, est une réalité économique fondée sur l'accumulation de capital, où les salariés ne possèdent que leur force de travail. Voilà. Alors, sans
capitalisme, il n'y a pas de néolibéralisme. On pourrait dire capitalisme néolibéral, mais ce sera un peu long. Hein. Alors, le néolibéralisme est né de l'échec du libéralisme hein, au moment du krach boursier de 29, et il est mis en place au niveau des États que dans les années 80. Hein. Et alors, il est nouveau, néo, en ce qu'il demande à l'État d'intervenir, alors non pas pour redistribuer les richesses, hein, mais pour maintenir la loi du marché. Ouais, merci Nopet. C'est vrai que la France met en place des politiques néolibérales depuis plus de 40 ans, depuis les années 80 donc, sans alternance entre la gauche et la droite. Et apparemment, on n'a jamais eu un néolibéralisme aussi radical que sous l'ère de Macron. Mais Néopathe, quelles étaient vos motivations et comment vous avez fait pour instaurer ce système partout? Nos motivations, que celui qui ne veut pas de pouvoir nous jette la première pierre. Le pouvoir permet tout, hein, le confort, le bien-être, la liberté. Money, money, money. Money, money. Alors, bon, comment on a fait pour instaurer le système? Écoutez, pour aller plus loin que le libéralisme, on a maximisé la concentration des capitaux. Hein. Plus une entreprise est grosse, plus son coût de production unitaire, donc d'un produit, est bas. Voilà. On délocalise nos chaînes de production à l'étranger, là où les ressources sont bon marché. On augmente encore nos marges qu'on distribue à nos... non pas nos salariés, à nos actionnaires qui réinvestissent dans l'entreprise et la font encore grandir. Et grâce à ce pouvoir économique, on peut tous se permettre de négocier avec les dirigeants, les banques, les fournisseurs. À ce propos, quand je comprends que le droit est politique, j'obtiens mon diplôme d'avocate et je passe 2 ans en ONG, organisation non gouvernementale, en Argentine et en Colombie, pour apprendre de leur façon de lutter contre l'accaparement des ressources naturelles. De 2012 à 2020, ensuite, je suis responsable des enquêtes et des actions en justice à Sherpa, une petite association à Paris qui lutte contre les crimes économiques ou pour une mondialisation plus juste, si tant est que ça existe. Et en 2013, ça fait 1 an que je suis à Sherpa, quand des partenaires syndicats trouvent des étiquettes de Auchan dans les décombres du Rana Plaza. Vous savez, cet immeuble d'atelier textile qui s'est effondré, faisant 1127 morts parmi les ouvrières et les ouvriers. Vous savez pourquoi il s'est effondré? Parce qu'il y avait trop d'ouvrières et d'ouvriers à chaque étage, pour maximiser le profit. Le documentaire La mode à mort sur Arte suit cette enquête que j'ai faite au Bangladesh et la plainte qu'on a déposée ensuite contre le groupe. Un des sous-traitants sur place, donc c'est-à-dire une des usines qui fabriquent les vêtements, m'explique que les multinationales comme Auchan sont tellement grosses qu'elles font des commandes pour parfois 1 million de produits, ce que les sous-traitants ne peuvent pas refuser, ça les fait travailler des mois. Et ce sont elles qui payent le moins bien, parce qu'elles négocient des prix de gros qui ne permettent pas de bien payer les ouvrières et les ouvriers. Oui, d'où l'intérêt d'être gros. Gros et dans tous les secteurs d'activité. Alors, de la santé en passant par l'agroalimentaire, vous avez d'autres idées de secteurs? L'énergie. Comment? L'énergie. L'énergie, bien sûr. Le transport. L'agroalimentaire. Bah oui. Le textile. Le textile. Comment? La pharmacie. Le pétrole. Le pétrole, l'énergie. L'information. L'information, les médias, bien sûr. L'éducation. L'éducation. Le bâtiment. Les BTP, ouais. BTP, l'élevage, le bois, les banques. Donc, bien sûr, les banques, les médias. Les médias, c'est essentiel. Hein. Oh oui, j'étais dégoûtée quand Bolloré a acheté Canal+. Aujourd'hui, il achète tellement de médias qui met en péril la liberté de l'expression, la liberté de la presse. C'est pour ça que je soutiens le collectif Stop Bolloré. Oui, alors, poursuivons, Marie-Laure.
Alors, il faut aussi contrôler les banques, hein, on a dit, donc y compris les banques de développement, hein, comme la Banque mondiale ou... L'Agence française de développement, qui finance l'huile de palme de Bolloré, justement. Ou la Banque européenne d'investissement, qui a financé 120 millions d'euros à Lafarge en Syrie. Non mais, que des banques privées financent le système, on le sait. Avec Tamsine Malbran à Sherpa, on a déposé une plainte contre la BNP pour complicité de génocide. Mais des banques de développement... Déjà que le terme développement est un terme colonial, alors... Financer Lafarge. Lafarge? Mais c'est ce cimentier français qui a été mis en examen pour complicité de crimes contre l'humanité. En juin 2016, on apprend dans Le Monde, grâce à une enquête de Dorothée Myriam Kénou, que Lafarge a des troubles arrangements avec des groupes armés, dont l'État islamique Daesh en Syrie. Depuis, il y a des documentaires et un roman, Personne morale, de Justine Augier, qui raconte cette saga judiciaire qu'on a initiée entre femmes. On en parlait sur France 24 la semaine dernière et avec l'autrice sur Mediapart, l'émission À l'air libre. L'instruction révélera que Lafarge a versé plus de 5 millions d'euros à Lafarge, à des groupes armés en Syrie, dont l'État islamique Daesh, pour se maintenir en pleine guerre en Syrie. C'est avec Tracy Mboutou et Sarah Brimboeuf, en stage à Sherpa, qu'on rédige la plainte initiale et qu'on interviewe les premiers anciens travailleurs syriens. On dépose la plainte initiale en novembre 2016. Les expatriés sont mis à l'abri, alors que les salariés syriens, eux, sont forcés de venir à l'usine. Ils craignent pour leur vie, à chaque barrage de route des groupes armés et devant des kidnappings réguliers. Ils craignent aussi pour la vie de leurs familles, qui sont logées à Manbij, une ville souvent bombardée. Le jour de l'attaque de l'usine, ils ont dû fuir par l'attaque de l'usine par Daesh. Ils ont dû fuir par leurs propres moyens, sans plan d'évacuation, alors que Lafarge savait que l'attaque était imminente. J'espère que les banques seront mises en examen aussi dans ce dossier, parce que sans elles, ces crimes n'auraient pas été perpétrés. Oui, alors, c'est un peu violent, mon petit, d'être interrompu autant. Alors, on disait, oui, donc les banques, mais aussi donc contrôler les dirigeants, hein, pour avoir la mainmise sur les lois et les politiques publiques. Et pour ça, on a des outils fabuleux, le lobbying. Des milliards sont dépensés chaque année pour influencer les lois nationales, européennes, internationales. Et il n'y a pas de plafond de dépenses de lobbying, comme il n'y a pas de plafond pour la concentration des capitaux. Une multinationale peut être aussi grosse que les États-Unis et l'Europe réunis. Pourtant, il y a des plafonds pour les campagnes électorales, par exemple. C'est juste une question de volonté politique. Oui, de volonté politique. À ce propos, il faut aussi qu'on contrôle la géopolitique. Comme cette instance de l'ONU, le Conseil de sécurité, qui décide si l'ONU intervient dans les conflits armés, qui est composé de la Chine, la Russie, l'Angleterre, la France, les États-Unis. Et ce sont ces mêmes États, ces 5 États, qui autorisent leurs multinationales à vendre leurs armes là où on fait la guerre. La boucle est bouclée. Je confirme, Léopathe. La France est le premier fournisseur d'armes depuis 30 ans d'Israël qui commet un génocide en Palestine actuellement. Je confirme, Néopathe. L'État autorise les entreprises françaises Naval Group, Dassault, Airbus à vendre leurs armes aux Émirats Arabes Unis qui les utilisent au Yémen, une des pires crises humanitaires du siècle. Je confirme. L'État donne des rendez-vous secrets à Lafarge pour soutenir le terrorisme à hauteur de millions, pendant que les mères des djihadistes vont en prison
pour avoir payé à leurs fils des billets d'avion. Je confirme, l'État continue d'acheter du pétrole, de l'uranium et du gaz à la Russie, qui finance, grâce à ses ressources fossiles, son intervention en Ukraine en grande partie. Je confirme. Mon mémoire et le dossier contre BNP m'ont montré que la France est intervenue en 1994 au Rwanda parce qu'elle y avait des intérêts. Elle n'est pas allée dans un autre génocide au Darfour. Ça ne l'a pas intéressée. Il y a des photos dans ces dossiers que je peux pas oublier. Enfants yéménites et palestiniens mourant de faim sous les bombes de l'Occident. Femmes yézidis, esclaves sexuels de Daesh. Têtes décapitées, tenues par des enfants djihadistes en Syrie. Têtes recousues, des coups de machette au Rwanda. Nausées. Dissociation. Déconnexion des émotions. Il faut travailler. Travailler pour ne plus sentir les émotions. Travailler pour établir toutes les responsabilités. Établir toutes les responsabilités. Mais on fait tout pour l'en empêcher, en organisant l'impunité, notamment avec cette dernière catégorie de gens à contrôler, les gens de droit, les magistrats, les procureurs, les avocats. Là non plus, il n'y a pas de plafond. 19 avocats pour Lafarge et ses dirigeants, contre 3 pour les salariés syriens et les associations. Bah, merci Néopathe, je crois qu'on a compris, non? Ouais, et en même temps, revenez quand vous voulez, hein, parce que moi, ça me permet de continuer à trouver des failles dans le système pour mieux le changer. Mais c'est pas seulement cette compréhension intellectuelle du système qui a été mon moteur d'action. C'est la rencontre avec les êtres les plus affectés par ce système qui m'a poussée à militer pour le changer. C'est mon acte 2. Acte 2. Sentir le système jusque dans tes tripes. Action. Action. Depuis que le capitalisme est géré par l'idéologie néolibérale, donc depuis les années 80, les inégalités augmentent et leurs conséquences sont de plus en plus graves. En 2020, les 1% des plus riches de la planète possèdent 2 fois ce que 90% des gens possèdent. Et ces 1% ont récupéré les 2/3 des richesses mondiales produites depuis 2020. En parallèle, une personne sur 5 est en situation de pauvreté en France. Et pour refaire un lien entre patriarcat et néolibéralisme, les hommes détiennent 50% de richesses en plus que les femmes et les personnes minorisées en termes de genre, qui continuent de faire les 3/4 des tâches domestiques et de soins non rémunérées. Est-ce que vous pouvez me citer une catastrophe humaine, écologique, causée par une multinationale ? Erika, donc marée noire sur les côtes bretonnes. C'est les autres.
Bamako, Cadiz. Ouais. Delta du Niger, Bhopal, donc 300 000 blessés, 25 000 morts, une énorme usine de pesticides qui explose en Inde. C'est Vezo. Minamata. Pardon, j'arrive pas. ZDF. Minamata. Comment? Minamata. Ok, il y en a plein. Donc, qui dit néolibéralisme, dit multinationales parfois plus puissantes que les États, dit renforcement de leur impunité, dit de plus en plus de désastres écologiques et humains. 100 entreprises seraient responsables de 71% du gaz à effet de serre depuis 1988. Et les personnes qui en émettent le moins, donc les Camerounais, les Cambodgiens, émettent 56 fois moins que les États-Unis ou les États-Uniens ou les Européens, sont celles qui souffrent le plus du réchauffement climatique. En 2020, 23 millions de personnes sont déplacées du fait de conditions climatiques arides. C'est le moment d'un autre petit quiz. Montrez-moi sur vous un objet issu d'un système d'exploitation, de domination. Téléphone portable. Ok, téléphone, vêtements, chaussures, lunettes, chaussettes. Bon, j'en vois dans le fond qui se mettent nus. Ok, qu'est-ce qui fait qu'on continue à alimenter ce système d'exploitation? De mon côté, malgré la connaissance de ces chiffres, j'arrivais pas à adopter un comportement décroissant, à me mettre aussi à travailler au niveau local, direct, individuel ou collectif. J'avais encore toutes ces petites voix qui me disaient non mais Marie-Laure, c'est aux multinationales et aux États là, de changer leur mode de production, hein, puis c'est ton travail à Sherpa, alors ça suffit là. Ou encore allô, les efforts individuels et collectifs, ça sert à rien, hein. Il faut une révolution radicale. Ou encore non mais de toute façon, tout va péter alors. Et puis, j'ai rencontré tous ces gens. Argentine, 2010. Dans ce qu'on appelle un bidonville, près de Buenos Aires, on travaille avec l'ONG Un Toit pour mon pays sur des projets de microcrédit avec des habitantes entrepreneuses. Elles ont immigré pour la plupart. On apprend beaucoup de leur façon de s'organiser collectivement. Elles nous expliquent que c'est plus cher pour elles de boire de l'eau que du soda. On mesure alors l'impact de la privatisation des biens communs sur la santé des plus démunis. Elles nous disent aussi qu'elles n'ont pas accès aux soins médicaux basiques. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le manque d'accès aux soins des femmes et des enfants n'a cessé d'empirer depuis 10 ans. À Buenos Aires, toujours, grâce aux juristes du Centre légal et social, avec qui je passe 6 mois sur la violence des multinationales, et grâce aux personnes migrantes que j'interviewe pour réaliser un documentaire sur et pour les migrants, on se rend compte que la police, issue des colons blancs, tue les Boliviens et les Péruviens en les traitant de noirs de merde, comme la police de nos pays occidentaux tue les personnes des pays colonisés avec autant de mépris. Classe, genre, race, tout est lié. Comme le disent si bien Elsa Dorlin, Audre Lorde, Bell Hooks, mais ouais. En fait, on parle aussi d'intersectionnalité pour figurer que ces rapports de domination ne sont pas seulement accumulés, mais s'imbriquent et s'alimentent les uns avec les autres. En tout cas, toutes ces oppressions ont la même source, le système. Vous avez dit abolition des apartheids ? Colombie, 2011. Je suis embauchée par des moines qui travaillent avec des communautés déplacées par les conflits armés.
On facilite des ateliers d'éducation populaire, d'accès aux droits. Et au cours d'une session dans la montagne, on se rend compte que là où il y a des fosses communes, c'est-à-dire là où il y a des massacres de paysans par les paramilitaires, les bras armés de l'État et des pouvoirs économiques, c'est aussi là où il y a des ressources naturelles. On réalise alors le lien entre violence institutionnelle et ressources naturelles. On apprend aussi que des proches des victimes doivent parfois payer pour regrouper les membres des corps découpés par les paramilitaires. On prend une grosse leçon de résilience. Je fais mon premier épisode de burn-out et de stress vicariant et je rentre à Paris. Paris, 2012. Je suis embauchée à Sherpa, comme responsable des enquêtes et des actions en justice. Et les premières années, on organise des caravanes juridiques avec Marie-Caroline Caillé, pionnière en la matière, dans 6 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. En fait, on échange des outils juridiques avec des communautés affectées par les méga-projets. Or, huile de palme, vous avez d'autres idées? Uranium, lithium, coltan, canne à sucre. Les multinationales présentes sur place sont européennes, pour la plupart, du fait de notre histoire coloniale. Et là, justement, l'histoire se répète. Des terres polluées, des ressources pillées, des communautés dévastées, l'armée française ou les milices privées pour protéger les projets, et des gens exploités. Néocolonialisme. Ah ouais, les gens du Sud global sont forcés de migrer face aux multinationales et aux États qui détruisent la planète, et quand elles arrivent au Nord, on leur dit rentre chez toi, ou alors prends ce job que personne ne veut pour un salaire de misère, au choix. Un des points communs avec le colonialisme, c'est ce double accaparement des terres et des personnes sur les terres. Classe, genre, race. Vous avez dit indépendance des colonies? Vous savez combien il y a d'esclaves modernes dans le monde d'après l'Organisation internationale du travail? 40 millions. 50 millions, 10 de plus qu'en 2016. 70% sont des femmes, un quart des enfants, et les personnes migrantes restent vulnérables. Qatar, 2014. Je reviens tout juste, déprimée du Bangladesh, où j'ai mené cette enquête contre Auchan. Où j'ai entendu des ouvrières me dire qu'elles travaillaient 12 heures par jour, parfois 7 jours sur 7, qu'elles gagnaient 18 centimes d'euros pour un t-shirt vendu 30 euros en Europe, et qu'elles avaient peur de finir dans des incendies ou des effondrements comme le Rana Plaza. Et là, au Qatar, on visite des chantiers de grues sur les chantiers de la Coupe du Monde. Des forêts de grues. Des Qataris dans leur 4x4, des migrants bangladais, indiens, népalais, parqués dans des camps de logement au milieu du désert. Là encore, comme au Bangladesh, c'est grâce aux syndicats sur place qu'on peut se cacher pour que les travailleurs de chez Vinci puissent témoigner, dont Hicham, qui organise les salariés, déterminés à dénoncer. Vous dites 11 heures par jour, 40 degrés au soleil? Lever 4h30 pour aller sur les chantiers, retour sur les camps de logement après 19h? Vous dites interdiction de changer d'employeur sans autorisation? Et 8 lits superposés pour 10 mètres carrés? Mais ça, la loi Qatari l'interdit. Confiscation des passeports? Mais là encore, la loi Qatari ne l'oblige pas, ce sont les entreprises qui font ce choix. Ils me disent tous avoir peur de tomber en voyant leurs jeunes collègues faire des crises cardiaques que Vinci appelle des morts naturelles pour ne pas devoir indemniser les familles. Résultat,
un cimetière à ciel ouvert. Plus de 6500 ouvriers sont morts sur les chantiers de la Coupe du Monde. Turquie, 2019. Dernière enquête. Certainement celle de trop. Un piquet de grève est tenu dans le froid, pendant des mois, devant une filiale cosmétique d'Yves Rocher. Principalement par des ouvrières, des guerrières, qui refusent d'être licenciées parce qu'elles osent être syndiquées. Quand elles revendiquent leurs droits, on les envoie dans la salle des phares à paupières, là où personne ne supporte la toxicité de la poussière. J'ai pleuré pendant une semaine en rentrant. Vous avez dit abolition de l'esclavage ? Je savais. Pour l'électronique, c'était les enfants des usines, les femmes intoxiquées. Pour les vêtements, c'était le Bangladesh, l'Éthiopie, Auchan, Decathlon, Kiabi. Les cosmétiques, la Palestine, la Turquie, Yves Rocher. Les supermarchés, c'était Carrefour, en Palestine, la Colombie. Le chocolat, les enfants des plantations, Nestlé. L'huile de palme, les gens exploités, Bolloré. La viande, Mayday, première source de pollution au monde. Casino, déforestation de l'Amazonie. Le poisson, raclage des océans, petits navires et compagnie. L'essence. Total, Perenco, pollution en RDC. Le ciment, c'était Lafarge. Les autoroutes, c'était Vinci, Hicham et ses amis. L'argent. Les génocides. Rwanda, Palestine, BNP. Les jouets, les armes, l'hôtellerie, je le savais. Je savais. Je les avais rencontrés. Désespoir, impuissance, il fallait me bouger. Puisqu'il n'y a pas d'accumulation de capital, sans exploitation, sans destruction, sans pollution, alors il faut changer le système de sa racine tout entier. Le décoloniser, le désenvoûter. Tant qu'il y a des rapports de domination. Ouais, la planète est en danger. Retraite, climat, même combat. Mais alors pour la préserver, le plus efficace, ce serait de lutter contre les inégalités. Ah oui. Interdire la spéculation, les dividendes, interdire les transports de luxe privé, interdire l'atteinte à la biodiversité, interdire carrément les multinationales. Et en attendant, les taxer. Si on taxait 2% les transactions financières dans le monde, on obtiendrait jusqu'à 200 milliards de dollars par an. Or, l'ONU estime qu'il en faudrait seulement 80 pour venir à bout de la pauvreté dans le monde. En fait, toutes les idées là,
de la société civile pour demander aux États d'amener plus d'égalité ne manque pas. Et moi, je veux continuer à y participer, hein, avec du plaidoyer, des manifs, des mobilisations artistiques, des actions de désobéissance civile. Et en même temps, depuis que j'ai rencontré tous ces gens, j'ai un moteur d'action suffisant pour ne plus seulement attendre que ça vienne du pouvoir en place, mais aussi agir à d'autres niveaux qui me sont accessibles. Des actions directes, plus locales. Oui, je sais aujourd'hui que toutes les stratégies sont complémentaires. Je veux vivre et agir comme si on était déjà dans un monde respectueux du vivant. Comme si on était déjà en 2083. Ouais. Vous savez, Angela Davis et cette écrivaine Corinne Morel-Darleux nous encouragent en ce sens à poser des actes préfiguratifs qui performent déjà cet autre monde respectueux du vivant. Eh mais, le livre d'histoire de 2083 peut peut-être nous aider. En 2083, il n'y a plus de supermarché. Il n'y a plus que quelques grosses vaches dans les prés. On est devenu presque végé. Les océans, on a cessé de les racler, de déforester. Nos objets sont tous reprisés. Même notre soja vient d'à côté. Les transports et l'énergie sont collectivisés. Pour y arriver, on a commencé en France à mener de grands procès contre ceux qui avaient le droit de tout bousiller. On leur a fait payer le travail forcé, le néocolonialisme, les crimes contre l'humanité. Tout a été réparé. Partout où on allait, on demandait « D'où viennent les chaussures que vous vendez, les jus de fruits, le café ?» Et on a abouti à de la traçabilité. Des rituels collectifs ont été faits pour dire adieu aux bananes de l'autre bout du monde, au cacao que les enfants ramassaient, aux pesticides, aux vêtements à volonté. L'appli Boycott X nous a bien aidés. Le boycott collectif a fonctionné. En parallèle, dès l'enfance, des ateliers d'éducation populaire encourageaient le pouvoir collectif à se renforcer. On s'est organisé dans des groupements de producteurs, des cantines solidaires, des ressourceries, des distributions de denrées. On s'est mis à bosser. On a créé des espaces où nos pouvoirs et nos privilèges étaient questionnés. Des accompagnements juridiques et des soins communautaires dispensés. Des personnes migrantes ou touchées par d'autres violences hébergées. Et de grandes tournées de câlins distribués. Waouh! Et ça paraît pas si sorcier, hein? À quelles initiatives collectives préfiguratives voulez-vous ou aimeriez-vous participer, vous? Les gros câlins? Peut-être d'autres qui n'ont pas été cités. Des ZAD partout. Des zones à défendre, ZAD. Des boycotts. Des boycotts partout. Des terres maraîchères. Des terres maraîchères partout. Collectives. Ouais, des AMAP. Des ressourceries, on a dit, comme ici. Des écoles de la forêt. Le salaire à vie. Le salaire à vie. Ouais. Moi, ça me donne de la force et de l'espoir que ces initiatives se démultiplient grâce à l'inspiration qu'elles suscitent, pas vous? Et apparemment, d'après cette écrivaine Corinne Morel-Darleux, ce serait plus facile d'instaurer ou de renforcer ces initiatives si on commence dès maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Vous venez? Mais Félix, mais je sais pas, vous bougez pas? Ah, mais vous attendez du coup les 2 derniers actes? Ouais. Ok, mais alors après? On y va. Ouais? Ouais. Ok. Chiche.
Donc, là, maintenant, je voudrais me focaliser sur une stratégie d'action qui permet d'appuyer tous ces projets, de mener ces grands procès et d'inciter les multinationales et les États à changer leur mode de production. C'est la stratégie du droit. Et avant ça, pour terminer cet acte 2, sentir le système jusque dans tes tripes, je vous invite, si c'est possible pour vous, à prendre une pause, quelques instants ensemble, et à fermer les yeux, vous regarder vers l'intérieur, et juste vous laisser traverser par vos sensations et les émotions qui sont là. Quand c'est bon pour vous, vous pouvez revenir parmi nous et faire peut-être quelques étirements, ce dont votre corps a besoin. Enfin, peut-être pas tout ce dont il a besoin. Est-ce que vous êtes prête à entendre parler de droit? Oui. Alors, c'est parti. Acte 3. Allons en droit. Action! Non mais Marie-Laure, pourquoi tu veux utiliser le droit? C'est fait par les dominants impérialistes pour opprimer les personnes minorisées. Justement, pour le changer. Parce qu'avec le droit, on peut sensibiliser l'opinion publique, les médias, les dirigeants, parce qu'ils aiment ça, le droit, ça fait sérieux. Alors on peut mettre nos sujets à l'actualité et changer, faire du plaidoyer pour changer ce qui a besoin d'être changé. France, 2012. Je suis une maison mère d'une multinationale française. Je vous laisse choisir laquelle. Total. Allez, Total. J'avoue que j'ai un petit faible pour Total, j'avais presque un dossier Total dans chaque pays. Alors, je donne des ordres et je récupère les bénéfices de milliers de filiales et sous-traitants à l'étranger qui commettent des marées noires, du réchauffement climatique, des licenciements massifs, de l'esclavage moderne. Heureusement, je n'en suis pas responsable, car je suis autonome, juridiquement, de ces entités. Oh non, revoilà Néopathe. Oui, alors Marie-Laure, si je peux me permettre, c'est essentiel de maintenir ce principe d'autonomie juridique pour garantir la loi du marché. On était furieux quand cette loi sur le devoir de vigilance des multinationales a été adoptée. Pourquoi une faille dans ce si beau système? Tout ça à cause d'une bande de petites vermines, juristes, militantes. C'est vrai qu'on était une petite bande d'ONG sur ce plaidoyer sur la loi de devoir de vigilance des multinationales en 2012. Il y avait CCF des Terres Solidaires, ActionAid, Éthique sur l'étiquette, Amnesty, les Amis de la Terre, et Sherpa, la salle assaut de juristes, ont rédigé des propositions de texte, chaque mot compté, et ont rédigé aussi des arguments juridiques pour aider les parlementaires à défendre la loi devant l'Assemblée nationale. Ouais, ils y ont beaucoup cité nos plaintes contre Auchan, Vinci et Lafarge, enfin. Ouais, pour défendre la loi. Parce que eux aussi, en fait, ils se servent des plaintes pour faire adopter des... Ouais, non mais Macron a bloqué la loi pendant 2 ans quand il était au ministère de l'économie. Bah ouais, il obéissait au lobby des organisations patronales qui envoyaient des milliers de mails à son ministère, au Parlement, à l'Élysée. Quand il est parti du ministère, Hollande a appelé son successeur, Michel Sapin.
Bon, faut arrêter de déconner là, il me la faut cette loi de gauche avant la fin de mon quinquennat. On a négocié les termes de la loi dans le cabinet ministériel de Sapin. Une rangée de femmes pour les ONG, dont moi pour seul juriste. Une rangée d'hommes, professeurs d'université, experts indépendants, qui avaient pourtant des arguments proches de ceux des grands patrons. Ah, vous vous demandez les arguments des organisations patronales ? Non mais avec cette loi là qui demande le respect des droits humains à l'étranger sur notre chaîne de production, c'est la fin de la compétitivité française. On croirait entendre les anti-abolitionnistes du 19e nous dire que sans l'esclavage, la main-d'œuvre serait trop chère. Ou encore, Non mais attendez, nous dans nos chartes éthiques, les entreprises, on va bien plus loin que votre loi. Hein. On a même des salles de ping-pong pour nos salariés. oui, mais par exemple, Samsung déclarait dans ses chartes éthiques être une des entreprises les plus éthiques au monde. Or, l'ONG China Labour Watch a enquêté dans ses usines en Inde, en Chine et au Vietnam, se faisant passer pour des ouvrières et des ouvriers. Résultat de leur rapport d'enquête, des dizaines d'enfants au travail, des produits toxiques et des leucémies à la chaîne. Alors il nous fallait une loi contraignante pour demander aux entreprises de prévenir et réparer les dommages. Et si une maison mère d'une multinationale doit faire respecter les droits humains à ces milliers de filiales et sous-traitants à l'étranger, eh bien, elle ne peut plus en avoir des milliers, justement. Elle doit donc changer de modèle économique in fine. C'est en mesurant cet impact potentiel et ces années de lutte qu'on a pleuré de joie le jour où cette loi a enfin été adoptée le 21 mars 2017. Merci. On allait, quand on a appris la grande nouvelle, on allait en Irlande donner une conférence sur la loi, justement, parce qu'on voulait qu'elle fasse des bébés partout. Et c'est ce qui s'est passé. Des lois similaires ont été adoptées en Europe, une directive européenne et un traité international est en cours de négociation. Wouhou! C'est le moment de soutenir les ONG pour que ce traité ne soit pas vidé de son intérêt comme l'a été la directive européenne. Et cette loi, elle n'est pas restée dans les placards. Des ONG l'ont utilisée dans plusieurs actions, dont l'assignation contre Yves Rocher, sur laquelle on avait tant travaillé pendant des années. J'espère que ces guerrières obtiendront réparation. Mais dans cette loi, on n'a pas pu tout négocier. 1. Elle ne s'applique pas aux plus grosses multinationales. 2. Elle ne s'applique pas à tous les sous-traitants et toutes les filiales. 3. Elle ne s'applique qu'en droit civil, pas au pénal. Alors pourquoi c'est important, intéressant, de pouvoir aussi utiliser le droit devant les tribunaux au pénal? Parce que les juges cherchent les preuves, alors qu'au civil, c'est aux victimes, aux plaignants de tout ramener. Parce qu'il y a des peines de prison pour les dirigeants. Et parce qu'il y a des amendes, parce qu'il y a justement, non, des peines de suspension et d'exclusion de marchés publics pour les multinationales, beaucoup plus dissuasives justement que des amendes. Et au pénal, c'est toute la société qu'on défend, donc les médias couvrent beaucoup plus. Alors comment on a fait pour mener ces actions justice au pénal contre Samsung, Auchan, Vinci, Lafarge, contre ces maisons mères, s'il n'y a aucun texte jusqu'ici qui prévoit la responsabilité de ces maisons mères pour des crimes commis par les filiales et sous-traitants à l'étranger? Eh bien, on a modelé le droit pour convaincre les juges, grâce à un faisceau d'indices complexes,
que c'est bien cette maison mère qui contrôle ses filiales et sous-traitants dans les faits et qui doit en être responsable pénalement. Bon, je ne vous cache pas qu'il y a des juges frileux. 2018, dossier de pollution en RDC contre la deuxième pétrolière de France, Perenco. La juge nous dit Vos histoires de chaînes de production internationales, j'y connais rien. Ah non, je peux pas accepter votre demande. heureusement qu'il y a des juges motivés et spécialisés, comme le juge von Rumbeck. Vous connaissez? Mon chouchou. On est auditionné dans son bureau et on lui dit, en fait, dans ce dossier, il faudrait dire que il y a du recel de travail forcé. Ouais, que Samsung profite du travail forcé dans ses usines en Chine et au Vietnam. Il prend son code pénal. Le recel. C'est osé, hein? Ouais, ça pourrait marcher. On se remerciait de faire avancer le droit mutuellement. Ok, des juges spécialisés, motivés, mais il faut aussi des juges indépendants. Est-ce que vous savez si les juges sont indépendants en France? Bien, il y a toute une partie des juges qu'on appelle aussi les procureurs ou les magistrats du siège, du parquet, non justement, magistrats du parquet, ou les magistrats du ministère public, qui font la plupart des enquêtes au pénal et qui décident de poursuivre les personnes mises en cause, qui sont encore nommés, promus et sanctionnés par le gouvernement. Or, le gouvernement n'est pas tout à fait indépendant des lobbies économiques. 2015, dossier contre Vinci pour travail forcé. Le commandant de police, sous les ordres de la procureure, en charge de l'enquête, me dit droit dans les yeux. Ah non, Madame Ghislain, je refuse de faire une perquisition dans les bureaux de Vinci. Je voudrais pas que BFM et TF1 soient sur les lieux d'entreprise et fassent baisser les actions en bourse de l'entreprise. J'avais envie de lui sortir la justicière de la marque Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la peine que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Bon, j'ai quand même sorti la justicière, hein. Mais 7 ans après, dans une tribune publiée à la une de Mediapart, signée par des centaines de personnes, qu'il dénonçait et qui demandait aux candidats à la présidentielle l'indépendance des procureurs. Ouais, parce que ce serait moins de réchauffement climatique, moins d'esclavage moderne, moins de conflits armés alimentés par les multinationales et l'État. Ce serait des politiques publiques avec l'argent de la corruption. Ce serait moins de militants en prison. Dans ce dossier, la procureure a fini par classer sans suite en disant « Oh, les audits fournis par Vinci montrent que l'entreprise s'est améliorée depuis l'époque de la plainte. » Mais c'est comme si elle disait Non, mais attendez, on va pas vous poursuivre pour terrorisme. Vous n'avez pas commis de crime depuis 2 ans. Dans ce dossier, Vinci a nié tous les faits. Mais, dès le dépôt de notre plainte, ils ont amélioré les conditions de travail des ouvriers au Qatar. Alors on était motivés pour continuer de résister. On est allé en Inde chercher de nouveaux témoignages d'anciens travailleurs, encore organisés par Hicham, vous vous souvenez, pour déposer une nouvelle plainte devant un juge d'instruction indépendant cette fois, et devant une police spécialisée en matière d'esclavage moderne. Et le 9 novembre 2022, 10 jours avant le lancement de la Coupe du Monde, il y a 2 ans exactement, le 9 novembre 2022, j'apprends que Vinci a enfin été mise en examen pour travail forcé et réduction en servitude. Première mentale.
2083, il n'y aura plus de damnés du système. Et je sais aussi de sources sûres que le procureur voulait classer l'affaire Lafarge sans suite. Dossier trop gênant. Il a fallu bosser pour empêcher ça. Novembre 2016. On est 3, avec Tracy et Sarah en stage à Sherpa, pour rédiger la plainte initiale avec 200 pièces au dossier, 11 plaignants syriens, qui se deviendront 200, et l'ONG ECCHR. Les mois qui suivent, on envoie des arguments supplémentaires pour appuyer la mise en examen de Lafarge et des dirigeants sur 3 chefs d'accusation, 3 fondements juridiques qui sont déjà dans notre plainte initiale: mise en danger délibérée de la vie des salariés, financement de terrorisme et complicité de crimes contre l'humanité. Juin 2018, les juges nous suivent et mettent en examen Lafarge et les dirigeants sur ces 3 chefs d'accusation. Mais Lafarge fait appel. On s'accroche parce que on sait que cette mise en examen, c'est un exemple pour toutes les multinationales qui veulent pas finir comme Lafarge. C'est un espoir pour les victimes et pour les juristes du monde entier qui suivent l'affaire de près. Ouais, alors, on passe encore des nocturnes sur le mémoire à rendre devant la cour d'appel, la chambre de l'instruction. Novembre 2019, la chambre de l'instruction annule la mise en examen sur complicité de crimes contre l'humanité. C'est dur de s'accrocher, hein. Même Marie Dosé, l'avocate à qui on a confié la procédure, n'y croit pas. Non mais Marie-Laure, la complicité de crimes contre l'humanité, c'est beaucoup trop politique, ça passera jamais. C'est vrai que ce serait la première fois qu'une maison mère est mise en examen pour des crimes aussi graves commis par ses filiales et sous-traitants à l'étranger. Grosse faille, hein, dans le principe d'autonomie juridique des sociétés. Ce serait aussi la première fois que les crimes de Daesh sont reconnus par une instance judiciaire comme crimes contre l'humanité. Alors on s'accroche. On passe encore des dizaines d'heures pour rendre le mémoire devant la Cour de cassation, la Cour suprême de France. Septembre 2021. La Cour de cassation met en examen Lafarge sur ses 3 chefs d'accusation et renvoie à une dernière cour d'appel. Mai 2022, la Cour d'appel met aussi en examen sur ces 3 chefs d'accusation. Mais Lafarge fait un dernier pourvoi en cassation. Janvier 2024. La Cour de cassation met en examen Lafarge pour financement de terrorisme et complicité de crimes contre l'humanité. Notre première mondiale. C'est encore des pleurs de joie. En même temps, c'est aussi de la rage. La Cour de cassation a aussi annulé la mise en examen sur le fondement de mise en danger délibérée de la vie des salariés, qui ne pourront donc pas obtenir réparation, alors qu'ils attendent ça depuis 7 ans. Il faut que les juges mettent en examen aussi sur le fondement de travail incompatible avec la dignité humaine, comme on le demandait dès le départ. Aussi, suite à notre plainte, Lafarge a plaidé coupable pour financement de terrorisme aux États-Unis et versé 778 millions d'amendes. Il faut qu'une partie de cette somme soit reversée aux salariés. Et cette décision de mise en examen, elle sert souvent d'argument à des personnes qui font des actions de désobéissance civile ou des sabotages contre Lafarge ici en France. Stratégie complémentaire d'action. Et elle a fait des bébés. D'autres plaintes ont été déposées sur le fondement de complicité de crimes contre l'humanité. Dans l'émission la semaine dernière sur France 24, à l'occasion de la sortie du livre de Justine Augier, Personne morale, qui raconte notre travail entre femmes juristes sur ce dossier, on explique que, ça y est, les juges
ont envoyé Lafarge et ses dirigeants en jugement sur le fondement de financement de terrorisme. Il continue l'instruction sur la complicité de crimes contre l'humanité. Et dans cette émission, je dis aussi que j'espère que le cas Lafarge fera aussi jurisprudence, c'est-à-dire sera aussi reproduit pour toutes les entreprises et les personnes qui sont complices actuellement du génocide en Palestine. On y travaille. Pas tant pour obtenir une décision dans 15 ans d'une justice encore impérialiste, mais pour mettre la pression sur ceux qui ont le pouvoir d'arrêter ce génocide. Et pour que les médias mainstream relaient nos messages. C'est pas une guerre, c'est un génocide. Et qu'est-ce qu'on veut? Un cessez-le-feu. Et qu'est-ce qu'on veut? Ils ont volé nos terres, nos récoltes, nos paysages, souillé nos jardins, nos maisons et nos villages, insulté notre histoire, piétiné notre héritage, ils ont sali notre paradis avec des criages, ils ont blessé nos filles, nos sœurs et nos mères, ils ont tué nos fils, nos frères et nos pères, ils ont cru qu'on resterait soumis sans rien faire, ils ont cru que notre peuple allait se taire, grands, fiers, forts, dignes resteront les enfants de Palestine, blancs, verts, rouges, noirs sont les couleurs de la lutte et de l'espoir, même si le monde a décidé de rester sous silence, de rester sourd au râle de la souffrance. Palestine, Palestine, toujours résistera. Palestine, Palestine, jamais ne se rendra. Je vous invite à envoyer beaucoup de force au peuple palestinien pour qu'il puisse continuer de résister. Palestine vivra! Palestine vivra! Palestine vaincra! Palestine vivra! Palestine vaincra! Palestine vivra! Palestine vivra! Palestine vaincra! Palestine vivra! Palestine vaincra! Merci. Il y a un dernier enjeu à évoquer. Ben ouais. L'accès à la victime. L'accès à la justice des victimes et des associations. Mais oui, parce que, en fait, on demande des juges indépendants, motivés, spécialisés, un droit adapté, un système judiciaire adapté, mais encore faut-il y accéder, non? Figurez-vous qu'il y a de plus en plus de lois qui interdisent aux associations de porter plainte pour les victimes. Et comme si c'était pas assez, depuis la loi anti-séparatiste 2021, il y a d'autres formes de répression, des dissolutions, des coupures de subventions. Et les États et les multinationales sont de plus en plus inventifs pour faire taire celles qui voudraient dénoncer leurs activités en multipliant ce qu'on appelle les poursuites. Bye. Ils criminalisent les victimes en les attaquant en diffamation, en association de malfaiteurs, en apologie de terrorisme, et demandent des sommes astronomiques. Et par exemple, Vinci m'attaque personnellement en diffamation, en plus de Sherpa, pour intimider encore plus. J'en ai pour 15 ans de procès. Mais bon, j'ai de la chance, mes partenaires, surtout du Sud global, eux, sont arrêtés arbitrairement et menacés physiquement. Ah, passe l'aspirateur. C'est intéressant. Non, c'est bien. Et ouais, faisons le ménage ensemble. Et justement, on est en train de faire le ménage aussi ensemble, non? Ménage du système. Alors, qu'est-ce qu'on disait?
les poursuites Bayon, hein, et on a aussi eu la chance à Sherpa, avec France Télé et Mediapart, d'être attaqués en diffamation par le champion des poursuites Bayon, j'ai nommé Bolloré. Il n'a pas aimé qu'on dénonce dans notre plainte les effets néfastes de son huile de palme au Cameroun. Alors, un, on a gagné le procès en diffamation, et deux, on a coordonné une tribune à 50 médias et 50 organisations pour dénoncer l'instrumentalisation de la justice par le groupe, qui fait une poursuite Bayon tous les 2 mois. Et bien cette fois, il n'a pas osé tous nous attaquer en retour. Comme quoi, ça vaut encore le coup de s'unir. Et d'ailleurs, les associations allient leurs forces. Ouais, avec l'association Allumeuse, avec un S, qu'on a cofondé, et 2 autres associations, on a co-créé l'espace de travail collaboratif Droits et mouvements sociaux, qui donne accès à la stratégie juridique à tous les collectifs qui le souhaitent. L'idée, c'est de créer des groupes de travail sur des thèmes selon les besoins, donc droits des générations futures, répression justement des associations, ou désastres dans les conflits armés, Palestine, pour faire des actions en justice ou de plaidoyer collectives, offensives, pour gagner en rapport de force, entre juristes et non-juristes, pour que le droit soit fait par et pour les personnes les plus concernées. Ouais, par exemple, je vous donne un exemple. En juin, avec 8 collectifs, dont des collectifs comme Urgence Palestine, Stop Armée Israël, qui n'avaient jamais fait de droit, on a déposé une action en justice. Et ces collectifs ont élaboré avec nous la stratégie juridique. Et dans les faits, on a obtenu l'interdiction des entreprises et des délégations israéliennes au plus grand salon de l'armement à Paris et éviter que des milliards d'euros d'armes soient envoyés en plus dans les génocides en Palestine. Et on a reproduit cette action-là la semaine dernière pour le salon Euronaval. C'était la semaine dernière. Alors, en fait, ça y est, on en rêvait déjà dans notre livre. On se sert du droit pour renforcer les luttes du mouvement social. Plus besoin d'être spécialiste. Vous pouvez nous rejoindre pour intégrer des groupes de travail ou en créer. Démocratisons le droit. Et Terre de lutte dit bien dans un rapport que les collectifs qui se battent contre les méga-projets voient le droit aujourd'hui comme un de leurs 3 moyens d'action privilégiés. Et il y a des citoyens non juristes engagés qui attaquent leur région pour demander l'application de mesures en matière de climat, comme l'a fait l'affaire du siècle contre l'État, vous savez. Et il paraît qu'il y a même des juristes qui rêvent de rendre le droit accessible à tous et qui font des conférences gesticulées sur le sujet. C'est le moment tant attendu du dernier acte. Ça va, c'était pas trop long le droit? Non. Non? Intéressant. Ok, alors pour fêter le fait qu'on soit encore vivant à l'acte 4, toujours fêter chaque matin le fait qu'on soit vivant. Hop. Et j'enlève mes chaussures du coup pour fêter ça. Hop. Comme on va parler de soins, je prends soin de ma soif. Et c'est parti. Acte 4. Désenvoûter nos corps et nos collectifs du système. Action! Ouais, se désenvoûter. Se décoloniser. Liberté. 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 Libertad, libertad, libertad.
Libertad. Mais la liberté n'existe pas, mon petit, c'est une illusion. Alors, pour coloniser tous les cerveaux, hein, y compris de ceux qui refuseraient de servir le système, voire de ceux qui sont inconscients de le servir, eh bien, on a des outils fabuleux, encore. Donc, la publicité, le marketing et bien sûr les médias grand public. Alors, on brise les valeurs de solidarité pour les remplacer par des valeurs matérielles individualistes, hein, comme le disait ce sociologue Bourdieu. On fait croire aux gens que ceux qui les pillent sont les migrants, diviser pour mieux régner. Alors, consommez, hein, braves gens. Vous êtes les rois consommateurs, hein, vous pouvez exiger le meilleur. Oh non, Néopathe! On croirait entendre Macron pendant le confinement. Il faut relancer la croissance pour sauver l'économie. Mais il serait pas temps d'arrêter avec cette idée de croissance pour tous nous sauver, justement? On finira avec la croissance, on est loin, mon petit. Alors, pour cantonner les consommateurs dans leur rôle, on a les médias. Et pour enfermer les travailleurs dans leur statut, on a ce qu'on appelle le management. Jusque dans les plus petites associations, on forme de la même façon. Rentabilité, efficacité, turnover, adaptabilité, polyvalence, quantité, optimisation, productivité. C'est comme si le système était jusque dans mes cellules. Même à Sherpa, où on combat le système avec le droit, on le reproduit. Ouais, on se demande même plus si on doit être productif. On se demande directement comment l'être. Marie-Laure, ton travail sur les actions en justice, là, ça va pas assez vite, hein, ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite, hein, ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite, hein, ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite, hein, ça va pas assez vite. Et arrête de nous dire que t'es surchargé pour gérer toutes les plaintes contre les multinationales avec une stagiaire et demie, hein. Ce serait bien d'arrêter d'exploiter les stagiaires et les services civiques, non? Et tu vas quand même pas nous dire que t'as besoin d'un suivi psychologique, hein. Vous êtes derrière votre écran toute la journée. Alors, on va la faire cette recette. Alors, tu mets 5 cuillères à soupe de surcharge de travail, du fait d'objectifs ambitieux et de manque de moyens. Ah, et tu rajoutes une de militantisme sacrificiel bien viriliste. Tu rajoutes un bol de stress, du fait de l'urgence d'agir en permanence. Et tu rajoutes un saladier entier de désespoir et d'impuissance face à l'horreur du système, à la violence du système que tu côtoies tous les jours. Tu mélanges, tu mets sous pression et tu laisses mijoter à feu vif. Et tu laisses rien sortir, hein. Tu surveilles, tu laisses rien sortir. Hein. Surtout pas une émotion, hein. Surtout pas. Hein. Et tu reviens, des années après, et tu goûtes. Il est bon déjà, hein, ce qu'on appelle le burn-out militant. Hein. Il est bon, hein. Mais il manque encore quelque chose. Les injonctions paradoxantes du terme de ce sociologue Vincent de Gaulle-Jacques. Mais elles sont où les injonctions dans ce bazar? Elles sont où les injonctions là? Ah, mais elles sont là! Marie-Laure, augmente la cadence avec les plaintes.
En même temps, garde la qualité, voire augmente la qualité. Marie-Laure, sois audacieuse et autonome contre les multinationales. En même temps, justifie ton télétravail et tes heures supplémentaires 48 heures à l'avance. Tu es dans un lien de subordination. La psychanalyste spécialisée Cynthia Fleury explique que dans ces conditions, la personne ne peut être que défaillante. Bon, voilà, finir cette recette. Alors, qu'est-ce qui manque encore? Mais il manque un ingrédient essentiel. Il manque 500 kilos, oui, 500 kilos de manque de reconnaissance, hein, du fait de salaires plus bas que dans les autres secteurs, hein, et quand tu n'es pas bénévole, hein, sous prétexte que tu as de la chance de faire un métier qui a du sens, hein, et te plains pas et tu es payé, voilà. Hein? Mais qu'est-ce qui manque encore? Mais qu'est-ce qui manque? Mais il manque 1000 kilos, hein, 1000 kilos cette fois, hein, de salaire plus bas pour les femmes et les personnes minorisées, hein, comme partout, hein, alors qu'elles sont majoritaires dans le secteur, hein, mais qu'est-ce qui manque encore? Mais il manque 30 000 kilos, hein, 30 000 kilos cette fois d'appropriation du travail des femmes et des personnes minorisées par la hiérarchie, hein. Mais voilà, c'est prêt, c'est parfait maintenant, hein. À ce propos, j'ai un exemple personnel. Ouais, William Bourdon, l'ancien président de Sherpa, donc la petite association, avocat renommé, a été nommé avocat le plus puissant de France 2 ans d'affilée dans le magazine QG, en citant 4 plaintes que j'ai écrites, dont la farge bien sûr, avec d'autres femmes, dont des stagiaires, à qui j'aimerais qu'on fasse un hommage particulier ce soir parce qu'elles sont encore plus invisibilisées que les autres. Je voudrais bientôt faire un MeToo de l'appropriation du travail des femmes et des personnes minorisées. Si vous avez des exemples, je peux les noter. J'alimentais le système malgré moi, alors que je combattais avec le droit. C'est alors que m'ont cueilli sans prévenir le manque de cohérence et la perte de sens. Devant le désespoir et l'impuissance, je ne pouvais plus agir. En mars 2020, en plein confinement, mon corps ne voulait plus obéir. Il ne voulait plus non plus entendre parler de crimes contre l'humanité ou d'esclavage moderne sans pleurer. J'ai appris depuis que j'avais développé 2 syndromes d'épuisement différents grâce au collectif
OXO. Un épisode de burn-out, face à la surcharge de travail et à la violence du management, et un épisode de stress vicariant. C'est un syndrome très courant chez les personnes principalement minorisées en termes de soins, minorisées en termes de genre, qui sont confrontées, oui, c'est souvent elles qui prennent soin, le lapsus, et qui sont confrontées à des récits de violences systémiques au quotidien, en accompagnant des personnes opprimées, traumatisées. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le trauma secondaire, ou par ricochet. J'en témoigne dans le podcast Binge Audio, elle a vécu leur trauma par ricochet. 3 semaines d'arrêt pour épuisement professionnel, docteur? Ah non, mais c'est trop long, mais si je dois travailler? Au final, j'ai été arrêtée des mois en mi-temps thérapeutique, jusqu'à être forcée de signer une rupture conventionnelle qui m'a donné droit au chômage. Merci, le droit du travail. Et pour être vraiment indemnisée, j'aurais dû faire reconnaître mon burn-out comme maladie professionnelle, ou j'aurais dû attaquer pour harcèlement moral, mais trop compliqué. Je suis pas la seule à avoir fait un burn-out ou un stress vicariant à Sherpa. Et des plus grosses ONG institutionnelles aux plus petits groupes féministes informels, jusqu'à toute personne militante. C'est-à-dire pour moi, toute personne qui prend soin du vivant, qu'elle soit payée ou non, hein, les infirmières, les travailleuses, les aides-soignantes, les personnes qui ont un job alimentaire et militent le soir. Le fléau est le même partout. L'épuisement est un fléau chez les militants, militantes. C'est un fléau qui empêche tout le mouvement social de se pérenniser, comme on le disait dans le livre, qui empêche nos luttes de se renforcer, alors qu'un marathon nous attend pour préserver le vivant. Et en fait, on parle de burn-out militant, mais on devrait parler de burn-out néolibéral ou systémique, parce que c'est la reproduction du système dans nos collectifs qui les crée, pas le fait de militer qui, au contraire, peut nous permettre de créer du lien, de sortir de l'impuissance. Et apparemment, d'après la chercheuse Luce Goutel, ce ne serait pas seulement un burn-out des humains, des humaines, des personnes minorisées ou même des militants, militantes. Ce serait un burn-out général de la Terre. Alors comment faire dans cette galère? Justicière. 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 Oh. D'habitude t'es là même quand je veux pas, encombrante, t'es là, t'es pas là. On m'a appelée. Désolée, je me reposais. Souviens-toi des écoféministes. Pour faire de la politique autrement, il faut d'autres moyens de faire de la politique. Et cet autre moyen, tu le sais, c'est le soin. Je t'ai apporté le grimoire pour concocter les antidotes à la culture du burn-out et remettre du soin à tous les niveaux. Voilà la marmite. Tes ingrédients. Ta baguette magique. Il n'y a plus qu'à. Et n'oublie pas, on est aussi des sorcières. Oh, merci justicière. Ça vous va bien le soin? Ok. Alors. Les sorcières se sont libérées des bûchers. Ce sont elles qui mènent les grands procès et vont vous désenvoûter. Répandez cette potion partout et de l'épuisement vous viendrez à bout. On essaye? Oui. Ok. La baguette magique. Mais c'est pas les fées normalement qui ont une baguette.
N'importe quoi. Ah mais c'est peut-être parce que je suis une néo-sorcière. Ok, alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors d'abord, bah oui, guérir des traumas, du burn-out et du stress vicariant. Ok. Et oui, j'ai dû suivre des thérapies individuelles et collectives pour guérir. Je me suis même formée à une approche corporelle, le Life Art Process, un mélange de danse, dessin, écriture, tellement thérapeutique que je le transmets aujourd'hui. Ah, mais tout le monde n'a pas accès à ces thérapies. Tu parles de ma résilience, mais tu ignores combien je pense que la colère et l'arrogance me soignent autant que le silence. Mais oui. Heureusement, il y a de plus en plus d'écoute dans les rencontres militantes pour ne plus garder le silence. Mais c'est pas suffisant. Mais ouais, l'État délègue ses missions de service public au monde associatif et coupe les budgets du soin. Il pourrait assumer les réparations des traumas des militantes, militants, non? Oui ou non? Oui. Ouais? Ok, alors, c'est parti. On va mettre le stress vicariant et le burn-out au tableau des maladies professionnelles de la Sécu pour une réelle indemnité. Ping! Et un suivi psychologique pour toutes les personnes qui prennent soin, pris en charge par les structures et par la Sécu. Ping! Ok. On continue? Oui. Okay. Alors, guérir des traumas. Ah bah oui, maintenant, prévenir l'épuisement. Oh là, il y a 5 niveaux, 5 fioles. Vous êtes prêts? Ok, c'est parti. Alors, le niveau institutionnel. Chou. Oui. L'État pourrait revaloriser les métiers du soin, justement. Et il pourrait changer le droit pour 1. Empêcher trop de récits de violence systémique, pour empêcher le stress vicariant, justement. Et empêcher l'État de réprimer les associations, hein, parce que dissolution, poursuite bâillon, violence policière, militants en prison, ça épuise, non? Oui. Ok. Ok. Deuxième niveau, le niveau structurel. Chiant. Oui, sortir de la compétition entre organisations et financer de la coopération. Ping! Ah, et... il faudrait aussi sortir des oppressions systémiques dans nos collectifs. Le racisme, le sexisme, le validisme, l'agisme, le classisme, ça épuise énormément, hein. C'est vrai. Ping! Troisième niveau, le niveau organisationnel. Chiant. Mais oui. S'organiser collectivement pour mieux répartir les pouvoirs et penser la gouvernance. Ping! Et à terme, on pourrait imaginer même un revenu universel pour que chacun, chacune puisse travailler à hauteur de ses moyens. Ping! Et on pourrait aussi mettre en place en attendant, sur le salariat, des salariats sans subordination comme le préconise la sociologue Danielle Linhart, ou encore des contrats d'équivalence de droits et d'obligations entre employeurs et employés comme le fait Priscilla Ludowski. Il y a plein de possibles en fait. Ça m'enthousiasme, pas vous? On continue? Ok. Quatrième niveau, le niveau culturel et interpersonnel. Chiant. Ah oui. Mais oui. Sortir des conflits dans nos collectifs, les gérer. Chiant. Ping. Et, comme le dit Tema Okun sur son site Divorcé de la suprématie blanche, on pourrait sortir des injonctions intériorisées dans nos collectifs à l'urgence, à la productivité, au perfectionnisme. Et à la place, on mettrait du droit à l'erreur. Ping! De la célébration des étapes. Ping! De la qualité plutôt que de la quantité. Ping!
Oh ouais, de la reconnaissance du travail de chacun, chacune. Ping! On pourrait mettre même de la bienveillance et de la douceur. C'est ce que Virginie Despentes dit qu'il y a de plus subversif au système. Ping! Oh, et même de l'amour, comme le préconise Bell Hooks. Ping! Il y a d'autres choses que vous voulez mettre? De la robustesse. Ping! De la tendresse. De la tendresse. Ping! On peut vivre sans richesse, parfois sans leçon. Ok. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question, vous connaissez? De l'équilibre. Ping! De l'écoute. De l'écoute. Ping! De la joie. De la joie. Ping! De la lenteur. De la lenteur. Ting! De la poésie. Ting! De l'harmonie. De l'harmonie. Ting! De l'humour. Ting! De la gaieté. De la gaieté. Ting! De l'inventivité. De l'inventivité. Ting! De l'amour. De l'amour. Encore une dose d'amour. Allez, bam! Ting! De la vulnérabilité. De la vulnérabilité. Ting! Du respect. De la patience. De la patience. Ting! Waouh! Quel antidote. De la solidarité. De la solidarité. Ting! Du rêve. Du rêve. Ting! De la sensibilité. De la sensibilité. Ting! Bon bah de l'égalité, allez! Ting! Mais oui, parce que moi je ne veux plus alterner entre rush de travail là et repos. Non, je veux me régénérer en faisant. Ouais, pour cultiver une culture régénérative. Et changer complètement du coup de culture de travail ou culture militante. Pour moi c'est la même chose. Et pour... Alors, ping! Et pour instaurer ce changement sur la durée, on note les petits pas avec nos collectifs qu'on fait vers cette culture régénérative. Mais oui, parce qu'apparemment c'est beaucoup plus encourageant hein, de noter les pas qu'on fait vers là où on veut aller que le fossé qu'il nous reste entre là où on est et là où on veut aller. Ouais. Oh là là! Ça commence à bien prendre, il y a des belles bulles. Bon, bah, dernier niveau. Le niveau personnel. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Exprimer ce qu'on ressent pour ne pas mourir de l'intérieur, et même au travail. Ding! Ne plus dépasser nos limites corporelles. Ding! Ne plus bourrer mes journées comme je bourre mes placards mal rangés. Ding! Et apparemment, je suis plus seule à devoir prendre soin de mon épuisement. Ah oui, alors, mais du coup, le soin militant, ce serait prendre soin de nos institutions, nos structures, nos organisations, nos cultures, nos relations, jusqu'à nos corps individuels. Ah ouais, on est loin du concept de bien-être individualiste néolibéral qui envoie les gens seulement en thérapie quand ils font des burn-out. Ah mais ce serait collectivement qu'on sortirait de l'épuisement. Mon épuisement est politique. L'intime est politique. Le soin est politique. Ding! Ouais. Mais alors, pour faire tout ça, je crois qu'on a besoin d'une dernière épice. Décloisonner les mondes. Ouais, mettre du corporel, de l'émotionnel, de l'artistique, du spirituel dans les mondes politiques systémiques. Mettre aussi de l'analyse systémique politique dans les mondes corporels, émotionnels, corporels, spirituels. Ding! Ouais, non mais je connais trop vraiment de militants, militantes qui me disent
Ah non mais attends, le soin, c'est beaucoup trop individualiste. Hein. Puis j'ai pas le temps, faut que je sauve le monde. Ah, mais si tu le fais pas pour toi, fais-le pour le monde justement. C'est politique. C'est ce que je me dis pour prendre soin de moi. Et je connais trop aussi de personnes qui méditent et qui me disent non mais attends, change-toi avant de changer le monde. Ah bon? Mais parce qu'il y a un ordre? Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour décloisonner ces mondes? Moi j'ai adoré par exemple faire des mobilisations artistiques avec le bruit qui court contre l'esclavage sur les chantiers de la Coupe du Monde. Ou des ateliers d'éducation populaire comme cet après-midi pour réinventer nos luttes ou nous désenvoûter du système. Ou encore des ateliers artistiques à des groupes en mixité choisie de genre. Ou même les danses de la planète. Co-organiser les danses de la planète pour le droit des Palestiniens, Palestiniennes et les personnes minorisées en termes de genre. Alors, avec Hélène Laraudet, ma collègue, et d'autres femmes, on a cofondé l'association Allumeuse, avec un S au pluriel, .bzz, comme les abeilles, qui regroupe en fait toutes ces activités. Ouais, en fait, on accompagne aussi les collectifs sur le long terme pour sortir de l'épuisement, et parfois gratuitement, et remettre du soin à tous les niveaux. Ah, mais comme le grimoire en fait. Ouais, parce qu'on le dit dans l'émission Espace de travail sur Mediapart, devant un burn-out général, il nous faut une solution globale, radicale. Parce qu'on est peut-être un peu barrés, nous autres allumeuses, mais on croit que changer la culture militante, ça va renforcer le mouvement social en entier et nous désenvoûter du système à jamais. Margaret Mead disait « Ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes déterminées puisse changer le monde. C'est comme ça, toujours, que ça s'est fait. » En plus, c'est super bon cet antidote. Oh, j'aimerais tellement vous faire goûter. J'ai une idée pour terminer, juste quelques secondes. Fermez les yeux encore quelques instants ou regardez vers l'intérieur. Et imaginez, si vous le pouvez, que vous êtes dans un endroit où vous vous sentez bien, qui pourrait être chez vous. Et où toutes vos valeurs sont respectées. Tout ce qui vous est cher. La connexion à vous-même, peut-être, aux autres, aux vivants. Peut-être la joie, l'harmonie, la créativité. Vous quittez cet endroit et, là encore, dehors, tout ce qui vous est cher est respecté. Peut-être la solidarité, la coopération, l'égalité, la justice, l'amour. Et je vous invite à laisser venir à vous toutes les images, les sensations, toutes les émotions qui sont présentes. Et quand c'est bien pour vous, à votre rythme, vous pouvez rouvrir les yeux et revenir au système néolibéral, néocolonial, patriarcal. Jean Ziegler disait « On a plus de mal à imaginer la fin du monde que la fin du système. » Mais et vous, là? Est-ce que vous avez eu des images qui vous sont venues? Oui. Oui. Et donc, en fait, c'est possible de l'imaginer. On a juste besoin d'autres récits de futurs désirables inspirants. Un autre monde est encore possible. Je vous invite à le co-créer avec moi, pas à pas. Je vous sers un verre? Oui. Santé!
murs, du côté lanceur de pierre, du côté des larmes, du côté de la misère, du côté palestinien. Tu peux m'appeler mon frère.